On a couru sans regarder derrière, sans s'arrêter, jusqu'à ce que nos poumons brûlent et que nos jambes ne puissent plus avancer. Il y avait une route déserte bordée de maisons oubliées, dont une en particulier attirait toujours notre attention. Une vieille bâtisse à moitié effondrée, fenêtres arrachées, toit enfoncé. On l'appelait simplement la maison de l'église, sans trop savoir pourquoi. Peut-être à cause des dizaines de tracts religieux éparpillés à l'intérieur, comme si quelqu'un avait un jour tenté de convertir des fantômes. Un après-midi d'automne, on a décidé d'y entrer. L'air y était froid, plus que dehors. Les murs semblaient absorber la lumière, et chaque pas sur le plancher faisait gémir le bois comme s'il suppliait qu'on reparte. Les pamphlets religieux étaient là, partout. Certains en anglais, d'autres en espagnol, presque tous parlant de rédemption, de châtiment, de fin du monde. On explorait depuis à peine 5 minutes quand on s'est retourné. Un vieil homme était là, juste derrière nous. Pas un bruit, il ne nous avait pas crié dessus, ne nous avait même pas demandé ce qu'on faisait là. Il ne nous regardait pas vraiment non plus. Son regard passait à travers nous, comme si on n'existait pas. Il fixait un point plus bas, plus loin, ou peut-être en lui-même. Immobile, les bras le long du corps. On n'a pas crié. Aucun de nous n'a bougé. C'était comme si le temps s'était figé. Il ne représentait pas une menace directe, et pourtant tout en lui faisait peur. Une présence qui n'avait rien de vivant, ni de mort, mais quelque chose entre les deux. Après quelques secondes, ou peut-être une éternité, on a reculé lentement, sans quitter la maison des yeux. Il n'a jamais bougé. Depuis, chaque fois qu'on passe sur Church Road, on évite de tourner la tête vers la vieille maison. On ne veut pas savoir s'il est encore là, planté dans l'ombre, à regarder sans voir. Explorer le terrain d'un ancien asile psychiatrique du New England en pleine nuit. La lune était pleine, mais à l'intérieur, tout était complètement noir à cause des vitres tellement sales. On était de jeunes idiots, à l'époque d'avant les smartphones, donc on n'avait pratiquement pas de lumière, seulement 2 lampes torchées pour tout le groupe, plus un peu de clarté de la lune quand on était dehors. On était dans le bâtiment principal et l'intérieur correspondait à ce qu'on imaginait, une déco des années 60 à 70, de la peinture qui s'écaille, quelques fauteuils bizarres, et 2 vraies chambres capitonnées. Un film avait été tourné là à un moment, donc certains murs étaient brûlés, probablement à cause d'une cascade ou quelque chose du genre. Il y avait 2 cages d'escalier à chaque extrémité du bâtiment et on devait sans cesse passer de l'une à l'autre à cause des débris qui bloquaient le chemin. On a continué à monter étage par étage jusqu'au toit. Les portes menant au toit étaient de lourdes portes métalliques. Celle de l'escalier le plus éloigné ne bougeait pas du tout, alors on est redescendu pour essayer l'autre. Celle-là était légèrement entr'ouverte, et le coin supérieur de la porte était plié en arrière, laissant passer un peu de lumière. On s'est faufilé dehors sur le toit et on s'est promené un moment. J'avais la lampe torche et je l'ai tournée vers la porte. La porte n'était pas juste pliée, elle avait carrément été arrachée, comme si on l'avait ouverte à la manière d'une boîte de thon. Il y avait 3 énormes entailles, que je ne peux décrire que comme des marques de griffes, chacune aussi longue qu'un avant-bras d'adulte. J'ai complètement paniqué et j'ai dit qu'il fallait partir immédiatement. On s'est replié en vitesse hors du bâtiment, mais il nous restait encore 2 à 3 minutes de marche jusqu'aux voitures, et c'était de loin la partie la plus terrifiante de la nuit à. Aucune idée de ce qui a pu faire ces marques. Je suis juste très content qu'on n'ait pas décidé d'explorer les autres bâtiments, qui étaient complètement scellés. Pour y entrer, il fallait passer par des tunnels souterrains, des tunnels de vapeur je crois, qui reliaient les bâtiments, et l'entrée était vraiment glauque. J'ai grandi à Boulder, la ville voisine s'appelle Longmont. Là-bas, il y a un vieux bâtiment abandonné énorme qu'on appelle la Sugar Mill. Une nuit, un pote et moi traînions avec quelques filles qu'on connaissait, on était tous au lycée, donc j'imagine que c'était notre meilleure idée, et on décide de prendre la voiture pour aller explorer cette usine à sucre abandonnée à Longmont. On roule sur Overroad quand une petite voiture, une hatchback, se met à notre hauteur. D'autres jeunes.
On se regarde, ils nous regardent. Une sorte de tension s'installe et avant même qu'on comprenne, on est en train de rouler et ces types commencent à agiter un sabre de samouraï par la fenêtre. Ok. Bizarre. Bref, on arrive à la Sugar Mill. L'endroit est désert, super calme, et cette foutue hatchback arrive sur la même route. La même qu'avant. Il y a que nous et eux, seuls sur une route paumée. Les filles flippent, je ne sais pas quoi faire. On retourne vite dans ma voiture et on essaie de partir, mais ils nous bloquent, ils sont super agressifs. Je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est dit, mais en gros on s'est crié dessus chacun depuis notre bagnole pourrie, puis ils ont fini par dégager. On a quand même exploré la Sugar Mill cette nuit-là, on n'a pas trop réfléchi à ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, je lis dans le journal qu'un gamin s'est fait taillader à mort par un groupe d'autres jeunes avec un sabre. Putain, c'est taré de Longmont. Une ancienne école primaire où j'étais allé pendant quelques années, avant qu'une nouvelle n'ouvre. Avec quelques amis, on y était déjà allé, mais on n'avait jamais vraiment eu le courage d'entrer, parce que l'un d'entre nous avait trop peur. Un jour, j'ai décidé d'y aller tout seul pour voir à quoi ça ressemblait à l'intérieur. La seule entrée possible était une toute petite fenêtre presque invisible de l'extérieur, tellement le couloir derrière était sombre. J'avais pris une lampe torche et je me suis glissé à l'intérieur. J'étais un peu inquiet parce que j'ai commencé à entendre ce qui ressemblait à des pas venant de l'ancienne cantine. J'ai vu la silhouette de ce qui semblait être une autre personne et un faisceau de lampe torche pointé droit sur moi. La personne a crié H accent aigu, et je crois que je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie de gamin de 10 ans, ah. Aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire, mais pendant des semaines, j'étais à la fois terrifié et super curieux. Depuis, l'endroit a été complètement barricadé, sûrement parce qu'il y avait trop de gens qui essayaient d'y entrer. Il y a environ 7 ans, j'ai découvert un cimetière abandonné sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. L'endroit était vraiment flippant et envahi par la végétation, juste en bordure d'une petite route. Certaines pierres tombales avaient été endommagées par le feu. D'après les dates gravées dessus, le lieu remontait aux années 1920 à 1930. J'ai décidé de l'explorer en toute fin d'après-midi, vers entre 18h30 et 19h. Je me promenais dans le cimetière en prenant des photos avec un réflexe, quand un type à l'allure négligée, avec une grosse barbe, est venu vers moi pour me demander ce que je faisais là. À l'époque, j'étais étudiant, et je roulais dans une Toyota Camry de l'an 2000 qui avait franchement une sale gueule, donc elle ne passait pas inaperçue garée sur le bas-côté. Mais le gars en question, il arrivait à vélo sur une route limitée à 80 km/h, il puait l'alcool et articulait à peine. Je pense qu'il s'inquiétait surtout de possibles dégradations, car apparemment des incendiaires avaient déjà abîmé des pierres tombales. J'ai vérifié après, et je suis à 99% certain que c'était un terrain public. Mais je n'ai pas cherché à discuter. J'ai juste dégagé Fissa. Je faisais beaucoup d'urbex au lycée. J'étais une ado un peu casse-cou, le genre parfait pour devenir un fait divers glauque. Il y avait un grand hôtel gratte-ciel abandonné en plein centre-ville, super flippant. Je décide d'y aller seul pour l'explorer. Le sol était couvert de pigeons morts et de crottes d'oiseaux. L'endroit le plus sinistre, c'était le sous-sol, complètement vide à part une seule chaise placée en plein milieu d'une pièce décrépite. Assez étrange, mais rien qui m'ait vraiment fait paniquer. Je fouillais une pièce quand j'ai entendu un bruit de pas qui écrasait un pigeon mort. Je me suis figé, et là, des voix. Je crois qu'elle est passée par là. J'ai jeté un œil dans le couloir et j'ai vu 2 types à l'air miteux qui avançaient lentement en scrutant les couloirs. Ils avaient clairement une vibe method. Ils me traquaient. Putain, c'était comme un jeu vidéo, sauf que c'était en VRI, et ce n'était pas fun du tout. J'étais coincé dans une chambre, impossible de fuir. Tout ce que je pouvais faire, c'était me cacher dans les toilettes en ruine, en priant pour qu'ils n'y jettent pas un œil. Leurs pas s'approchaient, puis se sont arrêtés. C'était maintenant ou jamais.
J'ai foncé à travers les couloirs plongés dans le noir, dévalé les escaliers, sauté par une trappe rouillée et je me suis éclaté la jambe en atterrissant dans un parking. Je pensais être enfin sorti d'affaire, sauf qu'un troisième type m'attendait là. Il m'a attrapé et m'a embrassé de force. Il avait un goût de bourbon. Avec le recul, j'aurais dû lui foutre un coup bien placé, mais j'étais paralysé de peur. J'ai réussi à me dégager et à détaler. Ne faites pas d'urbex tout seul. J'ai eu une chance incroyable de m'en sortir avec rien de plus qu'une cicatrice stylée. Le pire, c'est de penser que j'étais probablement observé depuis le début. Je continue à faire de l'urbex, mais maintenant, jamais sans quelqu'un avec moi. Le deuxième moment le plus flippant ? Explorer un ancien prieuré école-pensionnat des années 1800 avec ma copine, et tomber sur une tête de mannequin décapitée dans la cave, juste avant d'entendre de la musique classique, toute douce, qui venait de l'étage. On a pris nos jambes à notre coup direct, ah. Le truc le plus terrifiant dans l'urbex, ce ne sont pas les fantômes ni les créatures bizarres. Ce sont toujours les gens. Alors, on nettoyait cette maison avant d'emménager, et dès le début, il y avait des trucs qui posaient question. La première fois qu'on a nettoyé le sous-sol, on a dû gratter des résidus de ruban, scène de crime, sur l'encadrement de la porte, donc ça annonçait déjà la couleur. Le sous-sol, c'était une grande pièce avec un drain au milieu du sol en béton. On nettoyait une sorte de substance rouge bizarre qui piquait un peu les mains quand on la touchait. Et puis, en plein milieu du sous-sol, on a trouvé un cadre avec la photo d'une petite fille. Vraiment flippante. On l'a surnommée Shelly, et on a commencé à se faire des blagues en la cachant à des endroits inattendus pour se faire peur entre nous. Quelques mois plus tard, une femme sonne à notre porte. J'ouvre, et elle m'explique qu'elle traversait le pays en voiture et qu'elle avait absolument besoin de repasser par cette maison. Apparemment, c'était chez elle, il y a 30 ans, avant que sa famille ne doive partir soudainement alors qu'elle était toute petite. Elle voulait savoir si on avait trouvé des objets que sa famille aurait pu laisser derrière. J'étais un peu mal à l'aise, mais la photo de Shelly était justement posée sur le comptoir. Je la lui ai tendue, et elle s'est mise à pleurer. C'était elle, la petite fille sur la photo. On n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé dans cette maison. Alors, pour les vacances de printemps, on a fait un road trip de Chicago jusqu'à South Padre Island. Sur le chemin du retour, on s'arrête dans une station-service paumée quelque part dans le sud de l'Illinois. Elle n'apparaissait même pas sur Google Maps, juste sur le GPS intégré de la voiture. Déjà un peu louche. En arrivant, on découvre que la station est fermée, pas moyen d'aller aux toilettes ni d'acheter quoi que ce soit. Du coup, je vais pisser derrière le bâtiment, sur le côté. En plein milieu, je remarque un autre bâtiment à une centaine de mètres. Il est illuminé en rouge de partout. Premier réflexe dans ma tête, c'est ultra flippant, ce truc. Il y avait un camion-citerne garé juste devant, donc difficile pour quelqu'un à l'intérieur de me repérer. Je suis toujours en train de pisser quand je vois deux types sortir de derrière le camion, habillés en tenue blanche façon KKK, ou en tout cas quelque chose qui y ressemblait, avec des bidons d'essence à la main. Ils entraient dans le bâtiment. À ce moment-là, j'ai même pas fini, j'ai juste foutu le camp en courant, la moitié du pipi dans le short. J'ai couru vers la voiture, j'ai dit à mes potes de ne poser aucune question et qu'il fallait se barrer tout de suite. Ils ont vu ma tête et n'ont même pas discuté. Je saute direct côté conducteur, démarre la voiture et me tire à toute vitesse. Mes potes commençaient à paniquer un peu en mode « Yo calme-toi, tu vas trop vite », mais j'écoutais pas. Je leur balance, j'ai vu des gars en tenue du KKK avec des bidons d'essence entrer dans un putain de bâtiment. Ils se sont mis à rigoler, jusqu'à ce que le gars à côté de moi remarque que j'avais littéralement pissé dans mon froc. Il a commencé à appeler le 911 pour qu'il vérifie l'endroit, mais j'ai refusé, et on a continué à rouler sans s'arrêter. Quand on est rentré chez nous, j'ai vérifié la timeline de Google Maps pour voir où on s'était arrêté exactement, et devine quoi ? Le bâtiment était juste à côté d'un poste de police. À ce jour, je suis persuadé que j'ai évité une sacrée merde.
Je ne m'arrêterai plus jamais dans un coin isolé pour faire le plein, c'est mort. La plupart du temps, ce sont les flics ou des agents de sécurité. Mais une fois, c'était autre chose. Un ami et moi étions en train d'explorer un asile psychiatrique abandonné. On avait réussi à entrer par un soupirail et on s'était enfoncé dans les tunnels souterrains qui couraient sous le bâtiment, bien plus profonds qu'on ne l'imaginait. Nos lampes torchées éclairaient à peine quelques mètres devant nous, et à chaque pas, les échos de nos voix et de nos mouvements rebondissaient sur les murs comme s'ils refusaient de se taire. Pour éviter de nous tromper sur une éventuelle présence, on s'arrêtait tous les 10 mètres, juste pour écouter. Quand tout devenait parfaitement silencieux, on reprenait la marche. À un moment, on s'est arrêté comme d'habitude, les échos se sont estompés, puis un bruit s'est élevé. On aurait dit un vieil ascenseur qui descendait lentement jusqu'au rez-de-chaussée. Le bruit métallique, les câbles qui grincent, la cloche en fin de course. Très net. Mais il n'y avait pas d'ascenseur dans ce bâtiment. On le savait. Et même s'il y en avait eu un, il n'y avait pas de courant. Tout était coupé depuis des années, tout était pourri, effondré ou rouillé. On s'est regardé une demi-seconde, on n'a même pas eu besoin de parler. On a fait demi-tour à toute vitesse, courant à l'aveugle dans le tunnel. Ce qui est bizarre, c'est que sur le chemin du retour, on a de nouveau entendu ce bruit. Pas tout à fait derrière nous, pas non plus très loin. Comme si ça nous suivait ou se déplaçait entre les murs. On n'a pas osé se retourner. On n'a jamais su ce que c'était. Et on n'est jamais retourné là-bas. Mes amis et moi avons exploré une ancienne usine de céréales abandonnée à Johnson City, dans le Tennessee. Elle a été démolie depuis, mais à l'époque, c'était un bâtiment immense, avec étage sur étage, comme un labyrinthe vertical. On y est allé vers 23 heures, armés seulement de nos vieilles lampes torchées bon marché qui éclairaient à peine ce qu'on avait sous les pieds. À l'intérieur, c'était le noir total, et le silence n'était interrompu que par nos pas et le grincement lointain de la structure. Rapidement, une odeur horrible a commencé à flotter dans l'air. Quelque chose de lourd, de rance, une odeur de mort. Mais au lieu de faire demi-tour comme des gens sensés, on a continué à grimper, explorant couloir après couloir comme des idiots, poussés par la curiosité ou juste l'envie de se prouver quelque chose. En atteignant le dernier étage, l'ambiance a changé. Il faisait encore plus froid là-haut, et l'air semblait plus lourd, presque étouffant. On est tombé sur une pièce sans porte, à moitié effondrée, où la lumière de nos lampes a révélé des seringues usagées, des cuillères brûlées, des restes de vie. C'était clairement un squat de junkies. Un vrai repère pour ceux qui n'avaient plus nulle part où aller, et qui venaient se piquer là, dans l'ombre et l'oubli. C'était désert à ce moment-là, mais ça n'avait rien de rassurant. Le sol était couvert de détritus, et un vieux matelas moisi traînait dans un coin, comme un avertissement silencieux. On n'a pas traîné. L'un de mes potes a dit qu'il avait entendu un bruit derrière un des murs, quelque chose de lent, comme si quelqu'un rampait ou se déplaçait sans vouloir être entendu. On a filé aussi vite qu'on a pu, redescendant les étages sans un mot. On ne s'est même pas arrêté une fois dehors. On n'a jamais su ce qui avait causé cette odeur. Il y a un endroit à Liverpool, au Royaume-Uni, qui s'appelle Mossley Manor. C'était autrefois une maison de retraite, un bâtiment absolument magnifique de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. Le lieu tombe en ruine, abandonné, mais il reste beaucoup de choses, des photos, des dossiers de résidents, des meubles, comme si tout avait été quitté en urgence. L'endroit a été fermé à cause de mauvais traitements infligés aux pensionnaires. Une affaire glauque. Je suis tombé sur un dossier pendant une de mes visites. Il racontait comment la police avait été appelée pour un résident. Les ambulanciers sont arrivés alors qu'il était déjà décédé, mais le personnel jurait qu'il était mort dans l'ambulance. Officiellement, l'incident a été classé, mais entre ce que j'ai lu et l'état du bâtiment, il y avait clairement un malaise bien plus profond. Je connais cet endroit par cœur. J'y allais presque chaque semaine.
J'emmenais des amis, je leur montrais comment explorer sans tout casser, sans voler, comment respecter le lieu et son histoire. Malgré tout, aussi sinistre que fût son passé, je trouvais une certaine paix dans l'exploration. Comme si le silence du lieu racontait mieux que les dossiers ce qui s'y était vraiment passé. Mais un jour, quelque chose a changé. Je ne suis pas un fervent croyant en ce qui est paranormal. Mais ce jour-là, j'ai eu une sensation. Pas juste une peur soudaine, non. Quelque chose de plus profond. Comme si quelque chose m'observait. Pas un esprit bruyant, pas un bruit derrière une porte. Une présence. Silencieuse, posée là depuis toujours. J'ai eu cette impression étrange qu'elle m'avait laissé venir jusque-là, qu'elle m'avait laissé m'habituer, me sentir à l'aise, juste pour frapper maintenant. Qu'est-ce qu'elle voulait faire de moi? Aucune idée. Et franchement, je préfère ne jamais le savoir. J'ai quitté le bâtiment, lentement, sans courir, mais le cœur battant à m'en briser la poitrine. Depuis, je n'y suis jamais retourné. Un pote à moi, passionné par les histoires d'esprits et de phénomènes étranges, m'a sorti tout un speech sur les énergies négatives, sur comment elles peuvent finir par se concentrer jusqu'à devenir un poltergeist. Il a peut-être raison. Peut-être que l'histoire pourrie de cet endroit a imprégné les murs au point de créer quelque chose de réel. Si quelqu'un lit ceci et veut aller voir Mosley Manor, c'est encore accessible. Mais faites ça bien. Prévenez toujours quelqu'un avant d'y aller. Mettez de bonnes chaussures, genre bottes à embout métallique. Et respectez l'endroit. J'ai passé la majorité de mon adolescence et de mes jeunes années d'adulte à faire de l'exploration urbaine. C'était une obsession. Grimper sur des grues de chantier, entrer dans des bâtiments abandonnés ou même dans des structures encore en activité, rien ne me faisait reculer. Mon objectif, c'était toujours d'aller là où je n'étais pas censé être. Et souvent, la récompense était à la hauteur, des vues imprenables, des toits silencieux au-dessus du vacarme de la ville, un sentiment de liberté pure. À cette époque, mes potes et moi avions repéré une vieille usine abandonnée au bord de l'autoroute. Elle avait l'air parfaite. Isolée, massive, avec de quoi explorer pendant des heures. On l'avait observée pendant plusieurs semaines, étudié les points d'entrée, les rondes de sécurité, quasi inexistantes, et planifié notre sortie en cas d'urgence. On était prêts. Le jour venu, tout semblait normal. On a planqué nos vélos non loin, histoire de pouvoir les attraper au vol si on devait fuir vite. On a franchi la grille et on s'est glissé dans le bâtiment. Les premières minutes étaient comme d'habitude, poussière, murs décrépits, poutres rouillées, silence total. Puis on a tourné un coin, et là, le choc. On est tombé nez à nez avec une scène qui n'avait rien à faire là. C'était un vrai deal à l'ancienne, comme dans un film. Des hommes armés jusqu'aux dents, des chiens muselés mais nerveux, et des regards qui se sont figés sur nous comme si on venait de tout faire foirer. J'ai tout de suite pensé à la scène d'ouverture du Chevalier Noir. Même tension, même niveau de danger. Personne n'a parlé. Pas besoin. On s'est retourné et on a détalé. On volait presque, les jambes en feu, le cœur explosé. Juste avant d'atteindre nos vélos, un des types s'est mis à courir derrière nous. Il a sorti une arme et a tiré. Le son du coup de feu a éclaté dans le silence, brutal, sec. On n'a pas attendu de voir s'il visait vraiment. On a pédalé comme jamais, sans se retourner. Mon beau-frère est un passionné de chasse aux fantômes. Il sait que j'étais accro à l'exploration urbaine, alors un jour, il m'a proposé de l'accompagner sur un de ses spots dans le Maryland. Il n'a pas donné beaucoup de détails, juste que ça allait me plaire, que ce n'était pas un endroit touristique, et qu'il fallait venir préparer. Pour entrer, on a dû ramper dans un tunnel étroit, une sorte de trou creusé dans la roche. Rien de naturel, mais rien de tout à fait humain non plus. On s'est glissé dedans à plat ventre, et ça a fini par déboucher sur une structure de pierre enterrée. Une sorte de ruine, comme une vieille cave oubliée. 2 pièces, taillées à même la roche, humide, froide, avec des insectes étranges partout sur les murs.
Des trucs longs, fins, avec des appendices comme des fouets. Le genre de bestiole que tu n'oublies pas. En passant de la première pièce à la seconde, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. En me retournant, j'ai vu une hache posée contre le mur, juste à côté de l'ouverture. Et au sol, il y avait un vieux sac de couchage roulé à moitié, et un morceau de viande cuite, à moitié mangé, posé directement sur la pierre. Comme si quelqu'un avait été là, mangeait tranquillement, puis s'était levé d'un coup sans finir. Rien ne bougeait. Pas un bruit. Juste ce silence humide et la sensation pesante que quelque chose ne tournait pas rond. Il faut que je dise que j'ai une perte auditive sévère depuis que je suis tout petit. J'entends très mal, surtout les sons faibles ou à distance. Mais en repartant, dans le noir complet de la forêt, j'ai clairement entendu un craquement sec derrière nous. Une branche, un pas. Quelque chose. C'était net, impossible à ignorer. Je me suis figé. J'ai dit à mon beau-frère que je pensais qu'on était suivi. Il n'a même pas regardé derrière lui. Il a juste dit calmement « Ouais ». Depuis un moment. On n'a pas couru. Il n'a pas paniqué. Et bizarrement, ça m'a calmé aussi. Comme si c'était normal. On a continué à marcher jusqu'à atteindre les voitures, sans rien voir, sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. Rien de concret. Mais ce silence derrière nous, il avait changé. Il nous regardait partir. Je ne suis jamais retourné explorer après ça. C'était en 2009. Mon Dieu, j'avais à peine 18 ans. Une amie faisait un projet vidéo pour un cours d'art plastique au lycée, un truc ambiance urbaine déchue. Elle voulait qu'on explore une maison abandonnée pendant qu'elle filmait. Je ne sais pas comment elle avait trouvé cet endroit, mais c'était au beau milieu d'un quartier résidentiel, caché parmi les pavillons. Vu de l'avant, ça ressemblait juste à une maison délabrée, vraiment pas entretenue. Rien qui crie interdit d'un simple coup d'œil, juste un endroit oublié par la ville. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. Tout était sens dessus-dessous. Des sacs poubelles éventrés, des meubles brisés, des débris partout, comme si la maison avait été laissée à la merci de squatteurs, d'orages, ou pire. Plus on avançait, plus ça devenait dérangeant. Il y avait des poupées éparpillées sur le sol, certaines pendues au plafond par des bouts de ficelle, d'autres carrément yeux bandés et attachés, comme si quelqu'un rejouait des scènes rituelles avec des jouets. Sur les murs, on a trouvé des photos déchirées, des dessins maladifs, des graffitis gribouillés à la va-vite. Et puis on est tombé sur ce qui, avec du recul, ressemblait à du matos pour ce shooter. Des cuillères brûlées, des seringues, des tubes. Rien de propre, rien de bon. Mais ce qui m'a fait littéralement dégager de là, c'est une photo. Une photo d'une femme, collée sur un mur avec du ruban adhésif. Sauf que ses yeux avaient été méthodiquement grattés au stylo noir. Et quelqu'un avait utilisé la photo comme cible. Il y avait des flèches d'archerie plantées autour, certaines encore fichées dans le mur, d'autres brisées sur le sol. Le visage de la femme était presque illisible, criblé d'impacts. C'est là que j'ai dit stop. Plus rien à filmer. Plus rien à découvrir qui en valait la peine. J'ai fait demi-tour sans demander mon reste, le cœur battant, la gorge serrée. Je ne saurais jamais ce qui s'est vraiment passé dans cette maison. Mais il y avait une colère dans l'air. Quelque chose de pas seulement triste ou abandonné. Quelque chose de mal. Ton esprit te joue vraiment des tours, surtout quand tu es seul dans un bâtiment abandonné où tu n'es pas censé te trouver. Il y avait une ancienne briqueterie dans ma région récemment marquée pour la démolition. Je me suis dit que ce serait une occasion facile. Je suis rentré discrètement, pas de clôture, rien à forcer pour entrer. J'ai pris quelques photos des machines endommagées, des graffitis sur les murs, c'était plutôt amusant. Cela faisait environ 30 minutes que j'étais là quand j'ai commencé à entendre des bruits de pas qui trottinaient autour de moi. Le bâtiment résonnait énormément, donc chaque pas pouvait produire un son si fort que la personne que j'entendais semblait pouvoir me localiser facilement, et je percevais les bruits se rapprocher.
J'ai fini par m'échapper par une fenêtre après m'être enfermé 5 bonnes minutes dans un bureau, en retenant ma respiration. J'étais persuadé qu'un SDF voulait me tuer. Je l'ai même entendu parler à un moment, je n'ai pas compris ce qu'il disait, mais ces 10 secondes où il est passé juste à côté ont été les plus terrifiantes de ma vie. C'était un flic, j'ai vu la voiture en partant. Heureusement, il ne m'a pas attrapé. Ce n'est jamais un monstre, c'est toujours les flics. Nous avions 17 ans, 2 idiotes, et on a décidé de grimper par la fenêtre du premier étage d'un ancien hôpital psychiatrique abandonné dans notre ville. Ma pote, ancienne pom-pom girl, m'a soulevé pour que je passe par la fenêtre. L'idée, c'était que je trouve une corde ou quelque chose pour l'aider à grimper à son tour. En jetant un coup d'œil rapide pour trouver un truc solide, je suis tombé sur des signes de squatteurs, des traces de drogue, quelque chose qui ressemblait à du sang séché, et un rat très mort planté dans un vieux bureau. J'ai aussi entendu quelqu'un chuchoter au loin. Et c'est là que j'ai compris que j'étais sans défense, toute maigre, toute seule et franchement débile. J'ai immédiatement sauté par la fenêtre, me suis tordu les 2 chevilles en atterrissant et on a détalé aussi vite qu'on a pu. Et c'est comme ça que s'est terminée notre carrière d'exploratrice urbaine. La semaine dernière, un de mes bons amis a traversé plusieurs États à moto pour aller rendre visite à de la famille éloignée. Il avait décidé de camper en chemin, histoire de profiter de la nature et de quelques couchers de soleil spectaculaires. Il m'a envoyé un SOS après être arrivé chez ses proches, puis il m'a raconté tout ça en FaceTime. Dans certaines zones du Texas de l'Ouest, il n'y a des stations-service que tous les 140 km environ. Alors qu'il manquait d'essence juste avant le coucher du soleil, il a choisi de camper près de 2 structures abandonnées. Le lendemain matin, appareil photo en main, il est parti explorer. En filmant, il est entré dans la 2e structure, et là, il a paniqué. Une femme était assise sur une chaise, la tête posée sur la table, un bras pendant sur le côté, un sac plastique sur la tête. Il s'est précipité jusqu'à la route pour essayer de contacter la Border Patrol, car il s'est ensuite rendu compte qu'il se trouvait à environ 60 km de la frontière. Après avoir marché plusieurs kilomètres, il a finalement réussi à attirer l'attention d'un agent. Après coup, les agents lui ont expliqué que son décès avait déjà été signalé par l'homme qui avait aidé son groupe à traverser la frontière américaine. Ils lui ont aussi dit que la neige tombée 2 nuits plus tôt, plus de 30 cm, était probablement la cause de sa mort. Il a été retenu quelques heures, mais ils l'ont relâché, en partie parce que les images sur sa caméra prouvaient qu'il se trouvait dans un autre état quand c'est arrivé. Il m'a dit que le pire dans tout ça, c'est qu'il s'est senti lié à elle, d'une certaine manière. Et encore plus dur à avaler. Elle avait son âge, 20 ans, et elle avait réussi à venir depuis le Guatemala, pour finalement mourir à seulement 60 km après avoir franchi la frontière. C'est déchirant. Il m'a juré qu'il ne camperait plus jamais, et qu'il prendrait un motel ou un Airbnb la prochaine fois. Vers 2005, j'étais en première au lycée et j'avais un petit groupe d'amis très soudés. Le week-end, on s'était découvert une passion pour l'exploration des vieilles fermes abandonnées qu'on croisait de temps en temps. Ce samedi soir-là, vers minuit, on est tombé sur une vieille ferme blanche, à environ 400 mètres de la route. On s'est dit que c'était le spot parfait pour une nouvelle expédition. On a garé la voiture, une Chevelle rouge de 1977, et on est descendu tous les 4. On a traversé une route de terre dans le noir complet, avec nos lampes torchées, pour rejoindre la maison. En entrant, c'était du classique, poussière, humidité, meubles à moitié pourris. Dans la cuisine, la table était encore dressée. Assiettes, fourchettes, tout y était, recouvert d'une couche de poussière. On continuait à fouiller un peu partout quand un pote, appelons-le Jimmy, nous a appelés depuis un couloir. Il avait trouvé une trappe de grenier avec une petite ficelle qui faisait descendre une échelle pliante. Au bout d'une trentaine de secondes à se lancer des défis, Jimmy a tiré sur la ficelle. L'échelle est simplement descendue. Rien d'autre. Il a commencé à monter,
et à peine avait-il pointé sa lampe torche dans le grenier qu'on a entendu le bruit le plus violent qu'on ait jamais entendu, un énorme boom venu d'en haut. On a tous hurlé. On a détalé, sauté dans cette putain de chevelle et pris la fuite sans demander notre reste. Jimmy n'a jamais vraiment voulu en reparler. Depuis, je ne remets plus les pieds dans ce genre d'endroit. Pendant mes premières années à la fac, un pote et moi avons décidé de faire une virée sur Gold Can Road, à Colorado Springs. Pour ceux qui ne connaissent pas, cet endroit est entouré d'histoires flippantes. La route monte progressivement et traverse plusieurs tunnels. Apparemment, des enfants y seraient morts dans un accident de bus, quelqu'un se serait immolé là-bas, on parle de cris dans la nuit, bref, l'ambiance. On s'est senti courageux ce soir-là, et après avoir passé le 2e ou 3e tunnel, on s'est arrêté et on est sorti de la voiture. On profitait juste du silence, quand, à peine quelques pas loin du véhicule, on a entendu un bruit impossible à confondre, le claquement d'un fusil à pompe qu'on arme. On s'est figé instantanément, puis on a tourné la tête en même temps vers un groupe d'arbres tout proche. Un homme très grand, au regard complètement fou et aux yeux écarquillés d'une manière presque inhumaine, nous fixait. Il a dit « Partez. Vous dérangez les esprits. » J'ai sincèrement cru que j'allais faire une crise cardiaque. On a foncé jusqu'à la voiture, et on est redescendu à toute vitesse, prenant les virages comme dans un film. Et le pire ? Quand on a allumé les phares pour repartir, ce type était toujours là, en train de marmonner dans sa barbe à toute allure. On n'entendait pas ce qu'il disait, mais ses lèvres bougeaient comme une machine. Et avec sa tête légèrement penchée en arrière, ses yeux paraissaient encore plus fous. C'était cauchemardesque. Je suis allé avec un groupe d'amis dans une destination touristique réputée comme l'un des endroits les plus hantés du pays. À cause du Covid, le lieu n'était plus fréquenté que par quelques locaux, toujours ouverts, mais avec une fraction du tourisme habituel. Comme on était radins, on a évité la navette et décidé d'y aller à pied, tout en traînant avec nous un sac entier de vin à partager à 4. Quand on est arrivé, c'était aussi beau qu'on l'avait espéré. Il n'y avait qu'un petit groupe en visite guidée, et sinon, l'endroit était presque à nous. On s'est posé contre le mur d'un des bâtiments, juste à côté d'un trou dans le mur, large d'environ 30 cm. On avait déjà bu la moitié du sac et on était bien éméchés. L'un de mes potes, aussi bourré que moi, me regarde et me dit « Tu crois que tu pourrais passer par ce trou ?» Moi, je réponds en rigolant à moitié « J'imagine. » À peine ai-je fini ma phrase qu'il m'attrape et me balance, la tête la première, à travers le trou. J'atterris avec un gros boom dans une structure abandonnée depuis des siècles, complètement plongée dans le noir. La poussière, épaisse de plusieurs centimètres, m'a immédiatement enveloppé. Je suffoquais en alternant entre des inspirations désespérées et des éclats de rire ivre. En roulant sur les planches de bois, je découvre soudain un trou béant dans le sol, qui plongeait dans un vide profond et sûrement mortel. Là, la réalité m'a rattrapé d'un coup. Je venais littéralement de m'introduire dans un bâtiment historique, sans autorisation, ivre-mort. Et ce trou dans le mur, que je venais de franchir, semblait être un aller simple. Impossible de ressortir aussi facilement. J'ai donc commencé à errer dans la structure, cherchant une sortie. Plus loin, j'ai entendu une porte s'ouvrir. J'ai tout de suite compris que le groupe en visite entrait dans une petite pièce restaurée avec une fenêtre d'observation. Une lumière pâle traversait cette fenêtre et éclairait faiblement l'immensité sombre autour de moi. Je savais que j'allais me faire prendre. Alors j'ai fait la seule chose qui m'est venue en tête, grimper. Je suis monté dans les poutres au plafond, couvert de poussière, allongé là-haut à regarder le groupe de touristes en bas. La lumière n'était pas forte, mais sûrement suffisante pour qu'ils distinguent des détails, et notamment mon visage sale et flippant. Je ne bougeais pas, le cœur battant à 100 à l'heure, entre l'alcool, l'adrénaline et la panique. Et c'est là qu'une dame un peu ronde, le visage collé à la vitre, a levé les yeux, et m'a vu. Elle a hurlé, reculé en paniquant. Elle croyait clairement avoir vu un fantôme. À ce moment-là, j'ai foncé. J'ai sauté des poutres,
couru à travers la poussière jusqu'au trou par lequel j'étais tombé au début. J'ai glissé dans l'ombre, rampant dans l'obscurité glaciale, entre des poutres pourries et l'odeur de terre humide. Je me maudissais à chaque pas. Derrière moi, j'entendais les murmures excités du groupe. Certains riaient nerveusement, d'autres répétaient ce qu'ils avaient vu. Je suis resté là, caché, jusqu'à ce que la lumière s'éteigne et que les voix s'éloignent enfin. J'ai remonté une vieille échelle jusqu'au trou dans le mur et j'ai doucement appelé mes amis. Tous étaient partis sauf une amie qui montait la garde. Elle m'a confirmé que la voie était libre. J'ai passé la tête dehors, puis mes épaules. Mais mes hanches sont restées coincées. J'ai tiré de toutes mes forces, les bords en bois m'entamaient les côtés, jusqu'à ce que je tombe en arrière sur la terre ferme, baignée de lumière. Je me suis relevé, et repris mon souffle et me suis effondré à genoux en éclatant de rire comme un fou. J'en ai une pas mal. Pas vraiment en milieu urbain, mais ça s'est passé dans une vieille maison abandonnée, censée être hantée par l'esprit d'une jeune fille qui aurait été tuée là, puis jetée dans la cheminée. On est entré par la porte arrière, qui donnait sur une buanderie, puis sur une sorte de cuisine. Ensuite, on est arrivé dans une grande pièce, probablement un salon ou une salle à manger. Le plafond se décollait dans le coin supérieur droit, ça donnait déjà une drôle d'ambiance. On a traversé cette pièce pour passer dans deux autres, avant d'arriver à l'escalier. À l'étage, sur le palier, il y avait un vieux matelas sale et déchiré sur un cadre en métal rouillé. L'accès au grenier était bouché par des meubles empilés et d'autres trucs, un peu comme dans Fallout quand le jeu ne veut pas que tu ailles dans une zone. On s'est dit tant pis, et on a choisi d'entrer dans une pièce un peu plus loin dans le couloir. La porte avait des traces de griffures, ce qui mettait déjà une drôle d'ambiance. On tourne la poignée, et là, un bruit énorme retentit. Impossible de dire d'où ça venait, mais c'était un boom sourd, puissant, et toute la maison a tremblé. On n'a pas cherché à comprendre. On a dévalé les escaliers pour s'enfuir. Et là, dans la grande pièce en bas, celle avec le plafond qui se décollait, il n'y avait plus de plafond du tout. Il avait littéralement volé de l'autre côté de la pièce. On est sorti sans demander notre reste. Et on n'est jamais retourné là-bas. Je suis allé à l'asile de Greystone, dans le New Jersey, avant qu'il ne soit démoli, architecture absolument magnifique, soit dit en passant, si vous ne connaissez pas, je vous recommande vivement de chercher une photo. Bref, une fois entré dans le bâtiment, on a découvert que les lumières étaient encore allumées. Ce qui est franchement étrange, vu que l'endroit était abandonné depuis longtemps. On a commencé à explorer tranquillement, en observant les lieux. L'ambiance me rappelait la station de police de Resident Evil 2. En montant tout en haut du bâtiment principal, on a trouvé la chapelle. Tout y était parfaitement intact, à une exception près, l'énorme croix derrière la chaire était à l'envers. Ok, un peu bizarre, mais sûrement un délire de visiteur précédent. C'est là que les choses ont commencé à devenir plus étranges. Les couloirs qu'on avait traversés pour monter étaient maintenant plongés dans le noir. On entendait des bruits de choses qui remuaient dans l'ombre. C'est sûrement juste des souris ou des ratons laveurs, qu'on se disait pour se rassurer. On a décidé de descendre explorer les niveaux inférieurs. Pour donner un peu de contexte, il existe un réseau de tunnels souterrains qui servait à transporter les patients les plus violents depuis des bâtiments annexes jusqu'au bâtiment principal, pour les rendez-vous médicaux notamment. À l'entrée de ces tunnels, l'air devient soudain plus froid, malgré le fait qu'on soit en plein mois de juin. Normal, on est sous terre, on se disait. Il n'y avait aucune lumière là-dedans, juste une obscurité épaisse que même nos lampes peinaient à percer. Le couloir descendait doucement, puis commençait à tourner, et c'est là qu'on a vu une lueur. La première source de lumière qu'on voyait depuis qu'on était entré dans ces tunnels, hormis nos propres lampes. Elle provenait d'une pièce adjacente au couloir principal, probablement un ancien bureau ou une réserve. On s'est approché. La pièce était complètement vide, recouverte d'une épaisse couche de poussière sur le béton nu. Et là, au centre, posée directement sur le sol, une simple lampe de table, allumée.
C'est seulement quand on a réalisé qu'elle n'était branchée à rien du tout qu'on a pris nos jambes à notre cou. On n'a pas demandé notre reste. Zone d'exclusion de Tchernobyl, en Ukraine. J'y suis allé en avril 2011, juste après le 25e anniversaire de la catastrophe. J'avais réservé un guide privé pour 2 jours dans la zone, histoire de pouvoir photographier tranquillement sans me retrouver dans un bus avec plein d'autres touristes. Au bout de quelques heures le premier jour, le gars a compris que j'étais pas là pour une visite classique, mais uniquement pour prendre des photos. Il a fini par me laisser tranquille la plupart du temps. On arrivait dans un coin de Pripyat, il me disait, voilà l'hôpital. Va voir les étages supérieurs, fais attention à la pièce tout au fond, près du toit, ne descends pas au sous-sol. Je t'attends dans la voiture, reviens dans 1 heure. Parfait. C'était littéralement le rêve absolu pour moi, photographe passionné par les lieux abandonnés et la décrépitude urbaine. Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point le silence est pesant. T'es dans une ville, mais y a aucun bruit. Rien. Juste les oiseaux, les branches, le vent. Par moments, j'avais l'impression d'être le dernier humain sur Terre. Évidemment, tu te balades avec un compteur Geiger parce que, bon, il y a quand même eu un réacteur nucléaire qui a explosé juste à côté. La plupart du temps, dans la ville, le niveau de radiation est faible, parfois même plus bas que dans certaines grandes villes du monde. Mais ici et là, il reste des poches qu'il vaut mieux éviter. Tu sais que tu vas encaisser un peu de dose pendant le séjour, mais tu veux quand même limiter ça autant que possible. Le tic-tic-tic du compteur devient un bruit de fond auquel tu t'habitues. Ça fluctue, mais tu ne fais plus vraiment attention après un moment. Je me baladais dans l'hôpital, complètement absorbé par la photo et par l'émotion de me trouver enfin dans cet endroit dont j'avais tant lu depuis gamin. Je suis arrivé au bout d'un étage, j'ai trouvé l'escalier pour monter, et là. D'un coup, les tic-tic-tic s'accélèrent, et l'alarme du compteur se met à hurler. J'ai sursauté comme jamais. Tu vois cette sensation de chute qu'on a parfois juste avant de s'endormir, ce spasme qui te réveille? C'était ça, mais étalé sur 5 longues secondes de pure panique. Le truc terrifiant avec la radiation, c'est qu'à moins d'en prendre une dose létale, tu ne sens rien. Pas d'odeur, pas de goût, pas de sensation. Juste ce foutu compteur qui gueule dans le silence. Et dans cet escalier, il n'y avait rien de visible, rien qui aurait dû être chaud. Juste une poche invisible qui s'était posée là. Et sans le compteur, j'aurais continué sans me douter de rien. Dangereux? Pas de quoi mourir, mais assez pour te faire réfléchir. Je me suis dit, ouais bon, on va pas traîner là. J'ai pris une photo rapide, fait demi-tour, et je suis allé utiliser l'autre escalier à l'opposé de l'hôpital. J'ai eu la peur de ma vie. Quand mes amis et moi étions jeunes, nous vivions dans un parc de caravanes situé dans un quartier difficile de Phoenix. Malgré ça, on adorait explorer les alentours. Un jour, on est tombé sur un vieux canal d'évacuation des eaux pluviales, juste derrière notre communauté. Il était grand, sombre, envahi par les mauvaises herbes et entièrement recouvert de graffitis étranges. Poussé par la curiosité, on a décidé d'y entrer, chacun armé d'une petite lampe torche. À l'intérieur, l'air était lourd et l'humidité collait à la peau. Très vite, on a remarqué des taches de sang par terre, parfois fraîches, parfois sèches. Les murs étaient couverts de symboles incompréhensibles, certains tracés à la peinture, d'autres gravés à même le béton. On avançait lentement, fasciné mais un peu tendu. Après une trentaine de minutes, on a commencé à entendre des petits bruits, comme des tapotements, réguliers, discrets, venant de plus loin dans le tunnel. Au début on a cru que c'était un rat ou peut-être l'écho de nos pas, mais le bruit persistait et semblait se rapprocher. On a ralenti, tendu l'oreille. Les tapotements suivaient nos mouvements. C'est là que la panique a pris le dessus. On a fait demi-tour sans un mot et on a commencé à marcher plus vite, puis à courir. Le bruit continuait, toujours derrière nous, comme si quelque chose nous suivait, invisible. Aucun de nous ne s'est retourné. On a couru jusqu'à revoir la lumière du jour, le cœur battant à tout rompre.
On n'a pas osé reparler de ça pendant plusieurs jours. Quelques semaines plus tard, le gérant de notre communauté a découvert un corps près de l'entrée du même canal. Personne n'a su qui c'était, ni depuis combien de temps il était là. Mais pour nous, c'était clair, on n'y remettrait jamais les pieds. Et depuis ce jour, ce canal reste là, silencieux. Mais parfois, quand le vent souffle fort, on croit encore entendre les tapotements. Un jour, je roulais sur une route de campagne au nord de Puerto Vallarta. Le soleil commençait à descendre doucement, projetant une lumière dorée sur les collines. En passant devant un embranchement sur la gauche, j'ai jeté un coup d'œil machinal et j'ai freiné un peu, surpris. Là, dans une clairière légèrement boisée, il y avait ce qui ressemblait à une grande réunion de famille. Une centaine de personnes, peut-être plus. Des enfants couraient entre les arbres, des femmes préparaient de la nourriture sur de longues tables pliantes, et des vieux riaient fort en buvant dans des gobelets colorés. C'était une scène presque paisible. Mais en regardant de plus près, on remarquait rapidement un contraste glaçant. Éparpillés un peu partout autour du rassemblement, sur la route et entre les troncs d'arbres, il y avait des hommes en uniforme noir. Tous portaient des fusils d'assaut, certains avec des gilets pare-balles, d'autres avec des radios accrochées à l'épaule. Ils ne riaient pas. Ils regardaient. Vigilants, en silence, comme si cette fête de famille n'était qu'une couverture ou un instant de pause dans une autre réalité bien plus sombre. Personne ne nous a arrêtés. Personne ne nous a même regardés. On a juste continué à rouler, sans ralentir davantage. Je suppose que même les cartels ont besoin de souffler, de fêter un anniversaire, ou de voir les enfants danser un moment avant de replonger dans ce qu'ils font. Mais ce contraste entre la fête et les fusils est resté figé dans ma mémoire, comme un cliché qu'on n'oublie pas. Quand j'étais ado, j'avais cette habitude stupide mais excitante de m'introduire dans une vieille usine d'aluminium abandonnée non loin de chez moi. C'était un immense bâtiment métallique aux vitres brisées, rouillé jusqu'à l'os, mais c'était un de ces lieux parfaits pour l'exploration urbaine, à la fois dangereux et fascinant. Ce jour-là, j'y étais avec Led. On s'est aventuré plus loin que d'habitude, montant un escalier en colimaçon qui serpentait autour de ces énormes cuves métalliques en forme de pilules. Elles étaient équipées de petits couvercles rabattables, comme des trappes, tous soigneusement fermés. Arrivé au 4e étage, on a commencé à remarquer des plumes. Au début éparses, flottant sur le sol poussiéreux, puis de plus en plus nombreuses. On a trouvé un oiseau mort, sec, figé dans une position tordue. Quelques mètres plus loin, une dizaine d'autres, entassés sans raison apparente. Ce qui nous a glacés, c'est qu'il n'y avait aucune ouverture dans le plafond, aucun moyen pour eux d'être entrés là. C'était comme s'ils étaient apparus ou tombés de nulle part. On a fait demi-tour sans vraiment parler. Puis Led m'a brusquement arrêté en me tenant par l'épaule. Il m'a dit qu'il avait vu quelque chose tomber, un peu de poussière juste à côté de nous. On a levé les yeux, et l'un des couvercles sur la cuve à notre droite était entrouvert. Très légèrement. Juste assez pour qu'on sache que tout à l'heure, il était fermé. Il n'y avait aucun bruit. Pas de cliquetis métallique, pas de vent. Même nos respirations semblaient étouffées. Le silence aurait dû être rassurant, mais il ne l'était pas. C'était un silence tendu, dense, presque hostile. On est descendu sans se retourner. Depuis ce jour-là, on n'a jamais remis les pieds dans l'usine. Même des années plus tard, rien qu'à en parler, j'ai encore l'impression de sentir la poussière sur ma langue et les plumes qui collent à mes chaussures. Un jour, alors que j'étais missionnaire au Brésil, mon compagnon et moi sommes allés à une maison où nous avions déjà pris rendez-vous pour partager notre message. En arrivant, on a vu le mari assis dehors, détendu en apparence, mais visiblement ivre, une cigarette à la main. Il nous a regardés approcher sans bouger, l'air à moitié endormi. On lui a dit bonjour, essayant de garder le ton habituel. Il nous a juste répondu en fixant un point vague devant lui. « Si vous arrivez à chasser le démon qu'il y a dans ma maison, je rejoins votre église. »
À peine avait-il fini sa phrase qu'un cri perçant a retenti à l'intérieur, suivi d'un grand fracas. On s'est figé. Ce n'était pas un cri de surprise ou de colère. C'était un cri de terreur. C'est là que notre instinct nous a crié qu'il fallait partir. Maintenant. Mais avant qu'on puisse faire un pas en arrière, le mari nous a attrapés chacun par un bras, avec une poigne d'acier surprenante pour un type ivre, et nous a tirés à l'intérieur. Ce qu'on a vu nous a marqué à vie. Sa femme était en train de se battre contre leur fils, un jeune homme enragé, les yeux fous, armé d'un couteau. Il criait qu'il allait les tuer. Sa mère essayait de le désarmer, de le retenir, de survivre. Et pendant ce temps-là, le mari, celui qui nous avait parlé comme si de rien n'était, était dehors en train de fumer pendant que sa famille était en train de s'entretuer à quelques mètres de là. On ne savait pas quoi faire. La femme hurlait, nous suppliait de partir, de fuir. On aurait voulu l'aider mais on n'était pas préparé à ça. Ce n'était pas une scène de possession ou d'angoisse spirituelle, c'était de la pure violence, brute, incontrôlable. Après 10 longues minutes à essayer de comprendre ce qui se passait pendant que la femme nous criait de sortir, le mari a soudain relâché sa prise, en larmes. On a profité de ce moment pour s'éloigner lentement, puis quitter la maison, encore sous le choc. En sortant, on appelait déjà la police. Une semaine plus tard, on est retourné voir. La maison était vide. Personne n'y vivait plus. Pas de mots, pas de traces, pas de réponse. On n'a jamais su ce qui leur était arrivé. Parfois, on se dit que ce n'était peut-être pas un démon dans cette maison. Peut-être que le vrai mal, c'était juste ce que certaines personnes portent en eux, et la manière dont d'autres décident de s'y habituer. On explorait une vieille gare abandonnée, un de ces lieux figés dans le temps, où la rouille remplace les voies et les murs s'effondrent lentement sous le poids du silence. On avait déjà passé un bon moment à fouiller les quais vides, les bureaux détruits, les wagons immobiles. On s'apprêtait à repartir quand quelque chose a attiré mon regard près d'un coin sombre, juste avant la sortie. Un caddie. Complètement rouillé, bancal, avec un énorme sac poubelle noir dedans. Il semblait trop gonflé, trop compact. Rien de naturel dans sa forme. J'ai lancé un « Attends, c'est quoi ce truc ?» plus pour moi que pour les autres. Puis je me suis approché. Lentement. J'ai posé ma main sur le sac, juste pour tester, pour avoir une idée de ce qu'il contenait. Et j'ai senti une forme sous le plastique. Une forme arrondie, avec une densité étrange. La taille, la courbure, tout dans ce contact m'a fait penser à une tête humaine. Pas une boule, pas un objet. Quelque chose de vivant. Où qu'il avait été. Je me suis figé. Mon cœur battait plus vite que ma respiration. J'ai retiré ma main immédiatement. Je n'ai pas ouvert le sac. J'aurais pu. J'aurais peut-être dû. Mais je savais que je ne voulais pas voir ce qu'il y avait dedans. Pas pour une curiosité qui m'aurait hanté toute ma vie. On est parti sans un mot. Le silence était devenu plus lourd qu'avant, comme si la gare elle-même retenait son souffle. Je n'ai jamais su ce qu'il y avait dans ce sac, et honnêtement, je crois que je préfère ne jamais le savoir. Mais cette sensation, cette forme sous le plastique, je la ressens encore parfois quand je ferme les yeux. Il y a un hôpital abandonné presque entièrement intact en Alabama que mes amis et moi avons visité lors d'un road trip il y a 2 étés. Dans l'ensemble, c'était une exploration vraiment fascinante. L'endroit était immense, et en grande partie encore debout, avec cette atmosphère figée dans le temps propre aux lieux désertés. Mais au niveau en sous-sol du parking, là où il semblait y avoir une ancienne zone de livraison, l'ambiance a changé. On a commencé à entendre des gémissements et une sorte de discours confus qui provenait d'un peu plus haut, sur la rampe menant au rez-de-chaussée. Pris par la curiosité, et, je l'avoue, par l'envie de filmer quelque chose de bizarre, je me suis approché pour voir. Ce que j'ai capté en vidéo, bien que de qualité déplorable, montrait un homme, à moitié caché dans l'ombre. Difficile à dire s'il vivait son meilleur ou son pire moment, mais il n'était clairement pas lucide.
On l'a observé quelques minutes, silencieux, jusqu'à ce que je donne un coup de pied involontaire à une bouteille vide au sol. Le bruit a résonné bien plus fort que prévu, et ça nous a suffi comme signal. On a décidé de changer d'aile et d'explorer d'autres services de l'hôpital. Un peu plus tard, on a fait une pause et on a commencé à retourner à nos voitures pour aller manger un bout au campement. Sauf que, sur le chemin, 2 SUV de flics nous ont coupé la route. Ils nous ont dit qu'on n'était pas en tort, mais que nos voitures avaient été signalées par quelqu'un. Ils nous ont alors expliqué l'historique du lieu, plusieurs meurtres, des agressions sexuelles, et surtout des risques majeurs liés à la structure du bâtiment, affaibli par des gens venus voler le cuivre et les câbles électriques. Ils ont été plutôt sympas, mais très clairs, ce n'était pas un endroit où passer la nuit à explorer. Le mélange entre les gens potentiellement dangereux, les dégradations et l'instabilité du bâtiment en faisait un lieu beaucoup plus risqué qu'on ne l'avait anticipé. On les a écoutés. Et on a mis un terme à notre petite aventure plus tôt que prévu. Je sais pas si mon histoire rentre vraiment dans le thème, mais elle a un lien avec l'exploration urbaine, d'une certaine manière. Désolé d'avance pour mon anglais, c'est pas ma langue maternelle. J'habite dans une ville en Europe qui a été massivement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale à cause d'un grand réseau ferroviaire. Quand j'étais gamin, vers 10 ans, je jouais souvent avec des potes dans un quartier immense entouré de maisons. Au centre de ces maisons, il y avait une sorte de jardin communautaire, et sous cette zone de jardinage, il y avait un vieux bunker désaffecté. Un jour, pendant une partie de cache-cache, j'ai décidé d'aller me cacher dans la zone du bunker. Normalement, les grosses portes métalliques étaient toujours fermées, mais ce jour-là, non. Je suis descendu les escaliers sur environ 5 mètres, et pour une raison quelconque, j'ai décidé d'aller un peu plus loin à l'intérieur. Comme il n'y avait aucune lumière, je ne voyais rien. J'ai trébuché sur quelque chose et je suis tombé. En me relevant, j'ai senti du sang couler de mes mains, je m'étais coupé sur du verre brisé par terre. Un peu sonné, je suis remonté précipitamment et je suis allé voir mon père pour lui raconter ce qui s'était passé. Il a commencé à râler parce qu'il nous avait toujours interdit d'aller là-bas, mais il a quand même décidé de descendre dans le bunker pour voir pourquoi la porte était ouverte. Il est descendu avec une lampe torche, a suivi le même chemin que moi, et là, il est tombé sur une bombe de la Seconde Guerre mondiale, apparemment encore intacte. Il a fait demi-tour en vitesse et a appelé la police. Quelques minutes plus tard, les flics sont arrivés, sont descendus pour vérifier, puis ont remonté en disant que tout le monde devait évacuer immédiatement. Ils ne savaient pas si la bombe pouvait encore exploser ou non. Et là, d'un coup, une dizaine de voitures de police sont arrivées, ils ont commencé à frapper à toutes les portes pour faire évacuer les habitants. 30 minutes plus tard, un hélicoptère est arrivé, il cherchait un endroit pour se poser, et il transportait l'expert en explosifs. On a dû attendre entre 6 et 7 heures dehors avant d'avoir l'autorisation de rentrer chez nous. Quand tout s'est enfin calmé, mon père a parlé à un pote à lui, flic, qui lui a confié que la bombe aurait pu exploser à tout moment, et que j'avais eu une chance inouïe, comme si un ange m'avait protégé. Le lendemain, ma mère a lu le journal, et il disait que la bombe aurait pu raser tout le quartier. Voilà. C'est mon histoire d'exploration urbaine, ou comment une simple partie de cache-cache a failli devenir un désastre. J'étais dans un vieux bâtiment qui, autrefois, servait d'épicerie géante. J'y étais avec 2 de mes cousins et quelques-uns de leurs potes. C'était de loin le plus grand magasin de ce genre que j'avais jamais vu. Peut-être pas la taille d'un Walmart, mais pas loin de la moitié. Tout l'intérieur était vidé depuis des années, les rayons rouillés, les caisses renversées, les néons arrachés. Mais malgré le silence et la poussière, on ne se sentait pas seul. Dès qu'on est entré, on a tous eu ce sentiment, quelqu'un ou quelque chose nous observait. C'était presque palpable, comme une pression derrière la nuque, un souffle invisible dans le dos. Aucun bruit, mais une tension sourde, constante. On a continué quand même, comme toujours. Les rires nerveux pour faire taire l'inquiétude. Puis on a tourné un coin. Et là, on l'a vu.
Même pas une seconde, mais c'était suffisant. Une silhouette immense, noire, difforme. Un visage grotesque avec un sourire étiré jusqu'à l'inhumain. Des membres allongés, sans proportion, comme si un dessin animé cauchemardesque avait pris vie. Aucun de nous n'a crié. On a juste couru instinctivement. Chacun dans le même mouvement paniqué, sans même vérifier si on se suivait encore. On a couru sans regarder derrière, sans s'arrêter, jusqu'à ce que nos poumons brûlent et que nos jambes ne puissent plus avancer. On a fini à plus d'1 kilomètre du bâtiment, effondré au sol, tremblant. Et je te jure, cette nuit-là a tout changé pour moi. Avant, j'étais un peu croyant, de ceux qui prient quand ça va mal et oublient quand tout roule. Mais après ça, je n'ai plus jamais douté qu'il existe quelque chose au-delà de ce qu'on voit. Peut-être que ce n'était pas un démon. Peut-être que ce n'était même pas réel, qui sait. Mais je sais que ce qu'on a vu n'était pas censé exister ici. Et qu'on n'était pas censé le voir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.